Il vivait juste là, il a été baptisé ici. À peine aurez-vous posé un pied à Delft que Vermeer viendra à vous. Les personnages de ces tableaux, en mouvement, la servante et la maîtresse de sa lettre d'amour, Sur cette peinture, ou la célèbre jeune fille à la perle, meilleurs atouts touristiques de la petite cité hollandaise. mais oui, parce que le décor n'a pas bougé. Rien n'a changé. Donc pour nous, c'est très facile de nous glisser dans ces rôles et les rendre réels. Et c'est donc presque intact que vous allez découvrir la vue de Delft. Baptisé par Marcel Proust plus beau tableau du monde, notamment en raison de ce petit pan de mur jaune. Et que, surprise, un habitant semble avoir dupliqué. Delft, toile de fond d'une œuvre qui reflète aussi la vie d'un port ouvert sur le monde. Alors, autorisons-nous un voyage dans le temps. Voilà, on se retrouve dans un de ces tableaux, en dialogue direct avec cet officier. Regardez bien son chapeau. Il est très spécial parce que figurez-vous qu'il est en poil de castor importé à l'époque du Canada. Un chapeau du Canada et ailleurs un tapis importé de Turquie, posé comme une nappe. Ou encore, sous ses fruits, une coupelle de porcelaine venue de Chine dont les couleurs et les formes vont bientôt inspirer ici à Delft ces fameuses faïences. Car c'est dans chaque détail qu'il faut plonger pour appréhender Vermeer. Souvent sur de tout petits formats, 45 cm sur 41 par exemple pour la laitière, qui a pourtant révolutionné la peinture du XVIIe siècle. À l'époque, il n'y en avait que pour les grandes scènes religieuses ou mythologiques. Et tout à coup, un peintre comme Vermeer braque son regard dans un petit coin de cuisine, sur une servante. Il fait d'une scène quotidienne une scène tout à fait spéciale. Et c'est là qu'il est génial, je trouve. Des scènes de genre, voilà comment on les appelle. Une spécialité hollandaise dont le maître absolu s'appelle donc Johannes Vermeer. On ne lui prête que 37 tableaux. Mais Amsterdam a réussi l'exploit d'en rassembler 28. Venu de Tokyo, Washington, New York, Francfort, Paris. Il est célébré dans le monde entier, sans avoir jamais dit grand-chose de lui. Pas une lettre, pas une esquisse. À peine imagine-t-on qu'il est peut-être représenté ici de dos. Un mystère que les spécialistes s'échinent à dissiper. Rayons X, infrarouge, les nouvelles technologies sont venues depuis quelque temps épauler les savants et faire parler les tableaux, en étant capables d'isoler chaque pigment, mais aussi en allant sonder les profondeurs. L'un des plus grands changements qu'on ait pu observer, c'est cette femme que vous voyez assise là. Eh bien, au départ, elle était de l'autre côté. Vous devinez sa tête et son dos. On a la sensation d'être derrière lui quand il peint, d'être vraiment proche de lui. Dernière trouvaille, après avoir déjà révélé qu'une étagère et quelques pichets se tenaient initialement derrière la laitière. Et que dans le même temps, on découvrait aux États-Unis, sous cette femme au chapeau rouge, le dessin d'un homme, en première intention. Ou encore que dans cet atelier, à Dresde, en Allemagne, la restauration permettait la révélation spectaculaire d'un Cupidon, bien dodu, dans l'ombre de la liseuse à la fenêtre. Autant d'analyses qui ont poussé Gregor Weber à accentuer ses recherches sur un aspect très particulier de la peinture de Vermeer. Il nous a donné rendez-vous devant la dentelière. Seuls les deux fils entre ses mains sont nets. Au premier plan, il a laissé un amas de fils flous. Un effet de mise au point comme en photographie, tout à fait unique dans la peinture de l'époque. Alors ce biographe en est persuadé, Vermeer utilisait une chambre noire. On vous explique son fonctionnement. Un objet éclairé pénètre par un petit trou et son image est alors projetée, prête à être dessinée, avec tous les reflets de lumière exactement comme dans la peinture du maître hollandais. En fait, il avait pour voisins directs des jésuites. Et ils étaient équipés de tout un tas de lentilles, miroirs et aussi de la chambre noire. Je pense donc qu'il a pu l'étudier de très près. Ce tableau me semble impossible sinon. De nouvelles hypothèses qui viennent aussi parfois démentir ce qu'on tenait pour acquis. Retour à Delft. On a longtemps cru que le peintre s'était éteint dans la misère, jusqu'à ce qu'en août dernier, un archiviste tout juste à la retraite s'intéresse
au registre funéraire de 1675. Il est écrit qu'il est enterré dans une tombe individuelle avec 14 porteurs pour soutenir son cercueil. Un enterrement avec les honneurs, qui aura même été salué par les cloches de l'église. Alors qui sait ce qu'il y a encore à découvrir chez Vermeer? Cette exposition reste sans doute l'occasion unique de percer quelques nouveaux mystères.